Après avoir reçu le diagnostic qu'il ne lui restait qu'un mois à vivre, un millionnaire erra sans but dans les rues, jusqu'à ce qu'une femme SDF pauvre transforme complètement sa vie. Le silence pesait dans la pièce, comme une chape de plomb. Le docteur n'avait pas eu besoin de le dire 2 fois. Étienne Morel allait mourir. 1 mois. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais certainement pas davantage. Il ne s'agissait plus de spéculation ni d'espoir suspendu à une chimiothérapie ou à une opération miraculeuse. Le cancer avait gagné. Une forme agressive, tapie dans les recoins de son pancréas et qui s'était propagée comme une traînée de poudre. En sortant du cabinet médical, Étienne ne sentait plus ses jambes. Paris brillait d'un soleil timide, indifférente, comme si rien n'avait changé, alors que tout avait basculé. Il marcha jusqu'à sa voiture sans vraiment savoir comment. Le chauffeur, habitué au mutisme de son employeur, ne posa pas de questions. La Bentley noire fila en silence vers Neuilly-sur-Seine. Chaque seconde dans cette voiture semblait trahir un luxe devenu inutile. Les vitres teintées, les sièges en cuir italien, la climatisation douce, tout lui apparaissait comme une mascarade ridicule. En franchissant les grilles de sa propriété, un vertige le saisit. Il connaissait chaque centimètre carré de cette demeure de marbre et d'acier, mais aujourd'hui, elle lui semblait étrangère. Les colonnes blanches, les escaliers en colimaçon, les œuvres d'art alignées dans des cadres dorés, tout lui paraissait grotesquement figé. Il traversa le grand salon, saisi par une sensation d'étouffement. Le silence, ici, n'avait rien de réconfortant. Il n'était pas paisible, il était glacial, total. Il résonnait contre les murs, s'infiltrait entre les meubles comme une brume invisible. Étienne s'assit sur l'un des canapés en velours gris, face à une cheminée éteinte. Il leva les yeux vers le plafond voûté, orné de moulures dorées, puis les abaissa vers ses mains, ces mêmes mains qui avaient signé des contrats valant des milliards, serré des milliers d'autres, bâti un empire. Aujourd'hui, elle tremblait. Il tenta de téléphoner à son assistante, mais suspendit le geste. À quoi bon? Aucun agenda à organiser, aucun rendez-vous à prévoir. Tout cela s'était évaporé en une phrase du médecin. « Il ne vous reste qu'1 mois, monsieur. » Morel. Il ne s'agissait pas d'une métaphore. 30 jours, peut-être moins. Aucun traitement, aucun recours. Rien. Alors il se leva. Il monta les marches sans se presser, poussa la porte de sa chambre, ouvrit la penderie. Il ne chercha pas une tenue élégante, ni un manteau assorti à ses chaussures italiennes. Il enfila simplement un vieux manteau de laine, celui qu'il portait parfois pour sortir dans le jardin à l'automne. Dans la commode, il prit quelques billets en vrac, les glissa dans sa poche, sans même les compter. Il redescendit, traversa à nouveau le salon et sortit par la porte principale. Le portail se referma derrière lui dans un claquement métallique. La rue, en contrebas, n'avait rien d'exceptionnel. Des voitures passaient, des gens marchaient, téléphone en main, visage fermé. Étienne tourna à gauche, au hasard, sans but. Il n'avait ni destination, ni plan, ni même une intention claire. Il marchait, c'était tout. Une marche étrange, libératrice et absurde à la fois. Il pensa à appeler quelqu'un, peut-être une ex-compagne, un ancien associé. Mais qui voudrait entendre ce qu'il avait à dire? Et surtout, qu'aurait-il à dire? Qu'il avait réussi tout ce qu'on lui avait appris à désirer et qu'aujourd'hui il n'avait plus rien. Qu'il était seul, absolument seul, dans une forteresse de verre et d'argent. Même ses souvenirs lui semblaient lointains, comme des images floues projetées sur un mur froid. Il arriva au bout de la rue, traversa un boulevard puis un autre. Il passa devant un kiosque à journaux, un café bondé, une librairie. Personne ne le reconnaissait. Ce détail qui l'aurait autrefois vexé lui apportait désormais un étrange réconfort. Il pouvait enfin disparaître sans qu'on pose de questions, sans que l'on cherche à l'arrêter, à le retenir. Vers la fin de l'après-midi, il s'arrêta un instant près du pont de l'Alma. Le vent soufflait fort, fouettant son visage. Il posa les mains sur la rambarde, observa la Seine en contrebas. Les bateaux-mouches défilaient, transportant des touristes qui prenaient des photos. La ville continuait, comme toujours. Une partie de lui voulait hurler, frapper, dire à ses passants qu'il allait mourir, que tout ça n'avait aucun sens. Mais une autre partie, plus profonde, plus lucide, savait qu'il n'y avait rien à dire. Le monde n'attendait personne, et certainement pas lui. Le froid commençait à tomber.
Étienne resserra son manteau. Il n'avait pas de destination, pas de plan, mais il savait une chose. Il ne pouvait pas retourner là-bas. Pas ce soir, peut-être jamais. S'il restait dans cette maison entouré de son passé, il serait déjà mort avant que son corps ne s'effondre. Il fallait marcher, partir, s'éloigner, de tout, de lui-même. Il reprit sa route, les mains dans les poches, les pensées brouillées. Paris s'étendait devant lui immense et inconnu. Étienne n'avait jamais eu autant de pouvoir et pourtant jamais aussi peu de contrôle. Pour la première fois, il acceptait de ne pas savoir. Il ne savait pas où il allait. Mais il savait que s'il restait, il mourrait. Alors il continua à marcher. Les rues de Paris n'étaient plus les mêmes vues à hauteur d'homme, sans chauffeur ni destination précise. Étienne marchait depuis des heures, parfois au hasard, parfois attiré par une lumière ou un son. Il traversait des quartiers qu'il n'avait jamais foulés, bien qu'il ait passé toute sa vie dans cette ville. Montmartre, Belleville, les abords de la périphérie, des noms qu'il connaissait sans jamais les avoir vécus. Les façades changeaient, les visages aussi. Par moments, il s'arrêtait pour regarder des vitrines, des gens, des couples. Il observait les mouvements de cette ville qui semblait battre au rythme d'un cœur qu'il n'entendait plus depuis longtemps. La première nuit, il la passa sur un banc de la place des Vosges. Le vent était mordant et le bruit des feuilles raclant les pavés l'empêcha de fermer l'œil. Il grelottait sous son manteau trop fin. Il n'avait pas prévu cela. Il s'était imaginé que marcher suffirait, que la fatigue viendrait, qu'il dormirait comme on s'effondre. Mais le froid ne le permettait pas. Il n'était pas encore l'un d'eux, ces ombres qui dorment dans les porches ou sous les arcades, protégées par des cartons et des couvertures tachées. Il en avait croisé quelques-uns, mais aucun ne lui avait adressé un mot. Le lendemain, il poursuivit son errance. À midi, il acheta un sandwich sec dans une boulangerie de quartier et s'assit sur les marches d'une église pour le manger. Il regardait les gens courir, téléphoner, rire. La vie continuait. Il ne faisait plus partie de cette vie-là. C'était à la fois effrayant et étrangement apaisant. Il descendit vers le sud de la ville. Ce soir-là, il se glissa dans un vieux wagon abandonné de la ligne 7 du métro, entre les stations Place Monge et Censier-d'Aubenton. Il y avait là un autre homme, plus âgé, qui ne dit rien mais lui fit signe qu'il pouvait rester. Étienne, dormi par bribes, le corps plié, les jambes engourdies. Il rêva de ses premières années d'entrepreneur, des longues réunions, des dîners d'affaires, des hôtels de luxe. En se réveillant, il se sentit ridicule d'avoir trouvé tout. Cela important. Chaque jour, il s'enfonçait un peu plus dans cet anonymat voulu. Il apprenait à repérer les lieux où il pourrait manger sans attirer l'attention. Il découvrait que les églises ouvraient souvent leurs portes à midi pour une soupe chaude. Il comprenait que certains parcs avaient des toilettes à peu, très propres, et que les bibliothèques étaient des refuges discrets contre le vent. Mais ce n'était pas seulement le corps qui souffrait, c'était l'âme. L'isolement n'était plus celui d'un homme trop occupé, entouré de collaborateurs et de courtisans. C'était un vide absolu, une absence de regard, une transparence totale. Personne ne le voyait. Il passait parmi eux comme un fantôme. Et pourtant, un soir, quelque chose changea. Il venait de longer la Seine et arrivait près de la gare de Lyon. Là, assise sur un coussin usé, contre le mur du hall principal, se trouvait une femme. Elle avait la quarantaine, peut-être un peu plus. Pas de pancarte, pas de sac rempli de bric-à-brac, juste une petite boîte métallique posée à côté d'elle, vide. Elle portait un manteau trop grand pour elle, et ses cheveux noirs retombaient en mèches épaisses sur ses joues creusées. Mais ce n'était pas son apparence qui frappa Étienne, c'était son regard. Elle le fixait, pas avec insistance, pas pour provoquer ou implorer, mais avec une clarté qui le traversa. Il ralentit sans le vouloir. Leurs regards se croisèrent. Elle tendit la main. Étienne, par réflexe, porta la main à sa poche. Il restait encore quelques billets. Il en sortit un, hésita, puis s'approcha pour le lui donner. Mais elle secoua la tête. « Non, dit-elle calmement, ce n'est pas de ça que tu as besoin. » Il resta figé. Cette voix, douce mais ferme, le prit au dépourvu. Il voulut insister, lui dire que ce n'était rien, qu'il avait de quoi donner, mais elle détourna les yeux, comme si la discussion était close. Étienne se sentit soudain stupide, comme s'il avait rompu une règle invisible. Il recula, d'un pas le billet toujours à la main. Il la regarda encore quelques secondes. Elle ne bougeait pas, ne regardait personne d'autre. Elle semblait attendre quelque chose, ou peut-être rien. Étienne rangea le billet, s'éloigna lentement, mais il sentit, en tournant le coin de la rue,
que quelque chose s'était déplacé en lui. Ce n'était pas un appel, pas un cri, juste une étincelle infime, une main tendue, mais pas pour prendre. Une main qui désarmait sans exiger. Il continua à marcher cette nuit-là, mais son esprit était resté là-bas, près de la gare de Lyon, sur ce trottoir où une femme l'avait vu, vraiment vu, pour la première fois depuis des semaines. Il revint le lendemain. Étienne ne s'était rien promis, ne s'était rien dit. Il avait simplement pris la direction de la gare de Lyon, comme on suit un fil ténu dans le brouillard. Il marchait plus lentement, les yeux en alerte. Quand il arriva, elle était là, assise au même endroit, dans la même posture, les mains croisées sur les genoux. La boîte métallique était vide. Elle leva les yeux et le regarda de nouveau. Aucune surprise, aucune tension, comme si elle savait qu'il reviendrait. Cette fois, il n'avait rien dans les mains. Il s'assit à quelques pas d'elle, sans mot dire. Les passants circulaient autour d'eux. Les valises roulaient sur les pavés. Les annonces ferroviaires résonnaient dans le hall. Il sentait le regard des autres, mais elle semblait ne pas s'en soucier. Étienne non plus, peu à peu. Il resta là 1 heure, peut-être 2. À un moment, elle tourna la tête vers lui. « Tu n'as pas froid ?» Il secoua la tête. Elle sourit, à peine. « Tu n'as pas l'air d'ici », il aurait pu rire. Il était né à Paris, dans le 8e arrondissement, avait grandi entre les écoles de prestige et les bureaux de la rive droite. Mais elle ne parlait pas de géographie. Elle parlait d'autre chose, de ces mondes parallèles qui coexistent dans une même ville sans jamais se croiser. « Je suis juste de passage », répondit-il. Elle acquiesça lentement, comme si cela suffisait. « Moi aussi. » Il ne sut quoi répondre à cela. Il aurait voulu lui demander son nom, d'où elle venait, ce qu'elle faisait là. Mais quelque chose le retint. Il comprenait intuitivement que la parole ici devait venir lentement, que les questions, s'il y en avait, devaient être offertes avec respect, comme on tend une tasse d'eau à quelqu'un qui a trop marché. Il revint encore, le surlendemain, puis les jours suivants. Chaque fois, elle était là, au même endroit, à la même heure. Et chaque fois, elle l'accueillait avec ce même regard tranquille. Il parlait peu, 1 mot ou 2, parfois rien. Parfois, elle partageait un morceau de pain ou un fruit reçu d'une main charitable. Étienne refusait d'abord, puis accepta. Elle ne le regardait jamais comme un pauvre ou un intrus. Elle ne regardait pas non plus avec pitié. Il se sentait égal. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté sa maison, il ne se sentait pas défini par ce qu'il avait ou ce qu'il avait perdu. Un jour, il lui tendit à nouveau un billet, plus petit cette fois. Elle le repoussa encore. « Ce n'est pas de ça que tu as besoin », répéta-t-elle. « Alors de quoi j'ai besoin ?» Elle haussa les épaules comme si la réponse ne lui appartenait pas. « Tu finiras par le savoir. » C'était la première fois qu'il la voyait sourire vraiment. Et dans ce sourire, il y avait une lumière qu'il n'avait pas croisée depuis des années. Une lumière calme, patiente, pleine d'une vérité qu'il ne comprenait pas encore. Elle s'appelait Camille. Il l'apprit au bout d'1 semaine. C'est elle qui le lui dit, sans cérémonial, comme on nomme un lieu sur une carte. « Camille », dit-elle en le regardant dans les yeux. « Et toi ?» Il hésita. Il ne voulait pas mentir, mais il ne voulait pas non plus que ce nom, Étienne Morel, détruise cette étrange alchimie qui s'était installée entre eux. Alors il dit « Marc ». Elle hocha la tête. Elle ne semblait pas surprise. Peut-être. Savait-elle qu'il mentait? Peut-être s'en fichait-elle. Ils commencèrent à marcher ensemble. Parfois, elle lui montrait des coins de la ville qu'il ne connaissait pas, des soupes populaires, des fontaines d'eau potable, des endroits où dormir sans trop risquer. Elle lui parlait des gens, de ceux qu'elle connaissait dans la rue, les discrets, les fous, les dangereux, les solidaires. Elle ne jugeait personne. Elle constatait. Étienne écoutait, absorbait. Chaque mot de Camille était une percée dans un monde qu'il n'avait jamais daigné regarder. Il comprenait enfin ce que voulait dire vivre dans la rue. Non pas survivre, non pas errer, mais vivre, avec ses lois, ses dynamiques, ses douleurs et ses tendresses inattendues. Un soir, alors qu'il partageait une soupe tiède, offerte par une association près des quais, il osa lui demander pourquoi elle ne mendiait pas. « Parce que je n'ai rien à vendre, dit-elle, et surtout pas ma dignité. » Cette phrase le frappa comme une gifle douce. Il comprit que cette femme, que beaucoup passaient sans voir, avait une force que lui-même n'avait peut-être jamais eue, une lucidité nue, sans protection, une dignité qui ne s'achetait pas et ne se réclamait pas. Elle était là, point. Chaque jour qu'il passait avec elle, il se sentait moins perdu,
moins étranger à lui-même. Et pourtant, il savait que le temps s'égrenait, que son corps était une bombe silencieuse prête à s'effondrer. Il n'en disait rien, pas encore. Il voulait comprendre Camille avant de disparaître. Il voulait savoir qui elle était vraiment. Et surtout, pourquoi elle l'avait regardé comme ça, comme si elle avait vu au travers de tout ce qu'il n'avait jamais su montrer. L'hiver s'installait sans prévenir, sans pitié. Les jours se rétractaient comme des feuilles mortes, et les nuits devenaient longues, cruelles, tranchantes. Étienne, désormais marque aux yeux de Camille, partageait chaque instant avec elle. Il avait cessé de compter les jours depuis qu'il avait quitté sa maison. Il ne savait plus s'il était dehors depuis 2 semaines ou 1 mois. Seul le froid lui rappelait que le temps passait, et que son corps, miné de l'intérieur, le trahissait doucement. Il dormait sous la ponte Alexandre III, dans un renfoncement à l'abri du vent. Camille connaissait chaque recoin de la ville, chaque cachette que la pierre offrait aux invisibles. Elle avait bricolé une sorte d'abri avec des cartons épais, récupérés derrière un supermarché, et un vieux sac de couchage déchiré. Étienne, habitué aux draps de coton égyptien et au thermostat numérique, découvrait la morsure, du sol et le bruit obsédant de la ville qui ne dort jamais. Mais à ses côtés, le silence de Camille était plus fort que tout. Il n'avait jamais partagé une telle intimité avec personne, non pas charnelle, mais essentielle. Il respirait le même air, buvait la même eau, mangeait la même soupe, grelottait sous le même ciel. Ils vivaient ensemble, au sens le plus brut du terme. Les jours suivaient un rythme immuable. Le matin, il marchait pour se réchauffer, pour retrouver les lieux où les bénévoles distribuaient du café, du pain rassis, parfois des gants ou des bonnets. L'après-midi, il se réfugiait dans des bibliothèques ou des centres d'accueil. Étienne découvrit un monde de solidarité invisible, une trame d'entraide discrète, portée par des gens dont il ignorait jusqu'à l'existence. Il rencontrait d'anciens comptables, des ex-infirmières, des musiciens déchus, des hommes et des femmes qui avaient glissé comme lui, parfois sans même s'en rendre compte. Personne ne lui posait de questions. Il n'était pas le milliardaire, il était Marc, un nouveau parmi les autres, mais le froid ne pardonnait pas. Un soir, Étienne sentit ses forces faiblir. Il toussait depuis plusieurs jours, une toux sèche, persistante. Il pensait que ça passerait. Il avait tort. La fièvre arriva d'un coup comme un couperet. Il eut des frissons, ses membres tremblaient, sa tête semblait trop lourde. Camille le força à s'allonger, calant son corps contre le sien pour lui donner un peu de chaleur. Elle ne dit rien, mais ses gestes étaient précis, presque professionnels. Elle le couvrit de tout ce qu'ils avaient, frotta ses bras pour faire circuler le sang, le força à boire de l'eau tiède qu'elle avait réussi à obtenir dans une église. Pendant 2 jours, il resta prostré, délirant. Il parlait à voix basse, sans cohérence. Il revivait des souvenirs d'enfance, appelait sa mère morte depuis longtemps, revoyait ses premiers bureaux, ses premiers échecs. Camille veilla sur lui sans faiblir. Elle lui nettoyait le front, lui glissait de la soupe tiède entre les lèvres, parlait doucement pour l'apaiser. Elle était là, simplement là. Et puis, dans la nuit du 3e jour, il prononça son nom. Étienne, Étienne Morel. Camille se figea. Elle le regarda longtemps, en silence. Ce nom, elle le connaissait. Tout le monde le connaissait. Elle l'avait vu dans les journaux, entendu à la radio, cité dans des débats sur les grandes fortunes françaises. Ce n'était pas un nom qu'on prononçait dans la rue sans conséquence. Quand il se réveilla le lendemain matin, faible mais lucide, elle était toujours là. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Une distance, une retenue nouvelle. Elle ne dit rien, pas tout de suite. Elle l'aida à s'asseoir, lui donna à boire, le regarda avec une douceur inquiète. « Étienne, c'est ton vrai... » « Non. » Il la fixa, pris de vertige. Il n'avait aucun mensonge prêt. Il se contenta de hocher la tête. Elle ne parla pas davantage ce jour-là. Elle se leva, ramassa ses affaires et lui dit qu'elle avait besoin de marcher seule. Il ne la retint pas. Il ne pouvait pas. Les heures passèrent, lentes, douloureuses. Étienne resta assis là, seul, le corps vide, la tête brûlante. Il ne savait pas si elle allait revenir. Il ne savait plus rien. Il réalisa que la seule chose qui lui restait, la seule personne qui avait compté depuis son départ, était peut-être en train de disparaître. Et il ne pouvait rien faire. Quand la nuit tomba, il s'endormit en grelottant,
seul pour la première fois depuis des semaines. Il rêva d'elle, non comme une inconnue ou une mendiante, mais comme une compagne, une force. Et il se maudit d'avoir laissé glisser la vérité comme un secret honteux. Mais à l'aube, alors que la lumière grise effleurait les pierres du pont, il ouvrit les yeux. Camille était là, assise à côté de lui. Elle ne le regardait pas. Elle avait les bras croisés, le visage fermé, mais elle était là. « Tu aurais pu me le dire », dit-elle simplement. Il voulut répondre, s'expliquer. Mais elle leva la main. « Pas maintenant. Pas tout de suite. Je ne sais pas encore ce que je ressens. Mais je suis là. » Et c'était tout ce qui comptait. Le froid avait reculé, mais le silence entre eux persistait. Camille restait aux côtés d'Étienne, mais une barrière invisible s'était dressée. Elle ne posait pas de questions, mais ses gestes étaient plus secs, plus retenus. Elle marchait quelques pas devant lui, mangeait sans partager autant, dormait dos tourné. Étienne respectait cette distance, la craignait même. Il savait que la confiance qu'elle lui avait donnée ne tenait plus qu'à un fil, et que ce fil avait été tendu au bord de la rupture. Un soir, alors qu'il se réfugiait dans un squat temporairement vide, derrière la rue de la Roquette, Étienne prit la parole. Il s'assit face à elle, les jambes croisées, le visage pâle mais déterminé. « Je m'appelle bien Étienne Morel. Je ne t'ai pas menti sur mon nom, seulement sur mon identité. » Elle le fixait sans parler, les bras croisés. « Quand ? Je suis parti de chez moi, j'étais perdu, vraiment perdu. J'avais passé ma vie à construire quelque chose, et puis d'un coup, tout ça n'avait plus aucun sens. Je ne savais plus respirer. Tu pouvais choisir d'aller ailleurs, dit-elle. Prendre un avion, changer de pays, faire une retraite dans un monastère. T'as choisi la rue. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit où je pouvais disparaître. Elle détourna les yeux, mais resta là. Et maintenant, demanda-t-elle. Il baissa la tête. Maintenant, je suis là, avec toi. Parce que je ne sais pas être ailleurs. Camille resta silencieuse un long moment, puis elle se leva et s'éloigna sans dire un mot. Étienne ne la suivit pas. Il resta dans l'obscurité du squat, le souffle court, les mains moites. Le lendemain, il partit à sa recherche. Il arpenta les quartiers qu'ils avaient fréquentés ensemble, les quais, les gares, les squares. Il interrogea des sans-abri, décrivit son visage, ses cheveux, sa voix. Certains la reconnaissaient, mais ne savaient pas où elle était partie. 3 jours passèrent. Étienne sentit une douleur sourde se réveiller dans son dos, dans son flanc. Il n'avait pas pris ses médicaments depuis longtemps. Il mangeait peu, dormait mal. Mais il continuait à marcher. La perte de Camille était insupportable. Non, pas par besoin ou par dépendance, mais parce qu'elle avait vu en lui quelque chose qu'il commençait à peine à découvrir lui-même. Il la retrouva sur les marches d'un théâtre désaffecté, dans le 11e arrondissement. Elle était assise, les bras enroulés autour de ses jambes, le regard perdu. Quand elle le vit, elle ne se leva pas. Elle attendit qu'il s'approche, qu'il s'asseye à côté d'elle. « Pourquoi tu me cherchais ?» demanda-t-elle sans le regarder. « Parce que je ne voulais pas que tu sois juste un passage. Tu m'as changé. Et je ne veux pas que ça se termine comme ça. » Elle hocha la tête, toujours sans le regarder. « Moi aussi, j'ai menti. » Il tourna la tête vers elle, surpris. « Je n'ai pas toujours vécu dans la rue, dit-elle. J'étais quelqu'un. J'avais une vie. » Elle se tut un moment, puis poursuivit. « J'étais professeur de philosophie, à Lyon. J'avais un fils, une maison, un mari. Et puis un jour, tout a basculé, une crise, une vraie, perte de repères, de contrôle. J'ai commencé à boire. J'ai perdu la garde de mon fils, puis mon emploi, puis le reste. » Étienne écoutait sans l'interrompre, le souffle coupé. La rue, ce n'est pas un choix. C'est une chute. Et quand tu touches le fond, tu choisis mourir ou tenir debout, même à genoux. Elle se tourna enfin vers lui. C'est pour ça que je ne demande rien. Parce que tout ce que j'ai perdu, je ne veux pas le remplacer par de la charité. Je veux comprendre comment je peux encore exister. Et toi, tu m'as rappelé ça. Que même dans la chute, on peut rencontrer quelqu'un qui vous regarde vraiment. Ils restèrent là, en silence, dans la nuit tombante. Les bruits de la ville les entouraient, mais ne les touchaient plus. Ils étaient seuls, ensemble. « Tu n'as pas tout dit, dit-elle soudain. Je le vois. » Il baissa les yeux. « Non, pas encore. » Elle acquiesça. « Alors attends le moment juste, mais ne tarde pas, trop. » La vérité, quand elle arrive trop tard, elle ne répare plus rien.
Leurs regards se croisèrent à nouveau. Quelque chose venait de se reconstruire, pas à l'identique, mais autrement, avec des fissures visibles et une sincérité nouvelle. Ils marchaient lentement, bras repliés contre le froid, leurs pas résonnant sur les trottoirs mouillés du faubourg Saint-Antoine. Les jours avaient repris un rythme commun. Ils ne parlaient pas toujours, mais le silence n'était plus pesant. Il s'était transformé en un espace de confiance. Étienne sentait que quelque chose avait changé. Camille n'était plus seulement la femme de la rue, la présence silencieuse au regard clair. Elle était devenue une voix, une mémoire, un passé qui s'ouvrait par fragments. Une nuit, réfugiée dans un ancien bâtiment municipal squatté par une dizaine d'autres sans-abri, elle lui raconta son histoire. Pas d'un seul souffle, mais par morceaux comme on assemble une mosaïque ancienne, pierre par pierre. J'ai enseigné la philosophie pendant 12 ans. Université Lyon 3. J'adorais mon travail. La salle de classe, les étudiants, les discussions infinies sur la liberté, le devoir, l'éthique, c'était tout pour moi. Étienne l'écoutait sans bouger. Il la voyait soudain différemment. Pas comme un vestige de quelque chose, mais comme un être complexe, riche, abîmé. Puis il y a eu la naissance de mon fils, Jules. Mon équilibre a basculé, je n'ai pas su gérer. Les nuits sans sommeil, la solitude, l'angoisse constante de ne pas être assez. Son père m'a quitté. Et un matin, je ne suis pas sorti du lit. Je suis resté là, 3 jours, sans parler, sans bouger. Ils ont appelé ça une dépression majeure, l'hôpital, les traitements, ensuite les erreurs, l'alcool. Elle s'arrêta un instant, la gorge serrée. On m'a jugé inapte. J'ai perdu la garde. De Jules, il avait 6 ans. Je n'ai pas su me relever. Les années ont passé. J'ai tout perdu. Et je suis descendu dans la rue. Le silence tomba, lourd et pudique. Étienne avait le souffle court. Il imaginait cette femme, autrefois debout devant un amphithéâtre, en train d'expliquer Kant ou Simone Weil, puis glissant lentement dans le vide. Il vit dans ses yeux une douleur ancienne, intacte. Je n'ai plus revu mon fils depuis. Je ne sais même pas s'il me reconnaîtrait. Il doit avoir 20 ans maintenant. Peut-être qu'il me croit morte. Peut-être qu'il me déteste. Mais parfois, je rêve de lui. Je me dis que, quelque part, il vit, qu'il est heureux. Et ça suffit à tenir. Étienne sentit une brûlure dans sa poitrine. Pas à cause de la maladie, mais d'une résonance profonde. Il reconnut cette solitude. Pas la même, mais cousine. Cette impression de vivre à côté de soi, de porter un deuil sans cadavre. « Camille », dit-il, mais il ne trouva pas les mots pour continuer. Elle secoua la tête. « Je ne veux pas ta pitié. Je veux juste que tu saches. Parce que tu m'as dit une moitié de vérité. Et moi aussi. Maintenant, on est à égalité. » Ils restèrent là longtemps, chacun a pensé à ce qu'il avait perdu. Étienne se demanda comment une société pouvait avaler des femmes comme Camille et les recracher dans les ombres. Il se demanda combien de destins comme le sien avaient été balayés sans écho. Il comprit que la fortune qu'il avait amassée ne l'avait jamais protégé de cette même précarité de l'âme. Dans les jours qui suivirent, il observa Camille différemment. Il remarquait la précision de ses gestes, son attention aux autres, sa capacité à écouter sans juger. Elle parlait avec douceur aux enfants des rues, connaissait les prénoms des plus âgés, partageait ce qu'elle avait sans calcul. Étienne, lui, commença à prendre des notes. Sur un carnet trouvé dans une benne, il griffonnait des phrases, des réflexions, des bouts de souvenirs. Il ne savait pas encore pourquoi. Peut-être pour se souvenir, peut-être pour transmettre, peut-être pour ne pas disparaître totalement. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à dormir près du canal Saint-Martin, Camille dit à voix basse « Parfois, je rêve que je suis en train d'enseigner encore. Que les étudiants lèvent la main, que je leur réponds. Puis je me réveille et je suis là, sur un carton humide. Et je me dis, tout ça c'est une erreur, un rêve prolongé, une comédie triste. » Étienne posa doucement sa main sur la sienne. « Ce n'est pas fini, Camille. Tant qu'on est là, rien n'est fini. » Elle serra ses doigts un instant, puis les relâcha. Et dans ce contact fugace, il sentit une promesse naître. Une chose, fragile, ténue, mais réelle. Il se jura alors une chose. Avant que son corps ne le lâche, il ferait tout pour retrouver Jules, pour offrir à Camille au moins une réponse, une vérité, même si elle faisait mal, même si elle changeait tout. Le vent était plus doux, les nuits un peu moins cruelles.
Étienne sentait pourtant son corps décliner. Chaque matin était une lutte contre une fatigue viscérale, un épuisement qui ne se dissipait plus, mais il ne se plaignait pas. Il avançait, porté par une idée fixe, retrouver Jules, pour Camille, pour elle, uniquement. Il n'avait pas d'ordinateur, pas de téléphone, mais il avait des souvenirs, des contacts, une mémoire précise. Il savait à qui s'adresser sans éveiller les soupçons. Un jour, sous prétexte d'aller chercher une soupe dans une paroisse du 15e arrondissement, il s'éclipsa. Il marcha jusqu'à une vieille librairie où il savait pouvoir envoyer un message discret. Il écrivit un mot, simple, direct, adressé à son ancien assistant, Antoine, un homme de confiance qu'il avait congédié quelques mois avant de quitter son monde. Dans la note, il ne signait pas, ne disait pas où il était, mais demandait une seule chose, chercher un nom. Jules Chamard, fils de Camille Chamard, né en 1972, ancienne professeure à Lyon. Le lendemain, il reçut une réponse glissée dans la même boîte postale sécurisée. 3 mots. « Je cherche déjà ». Il sentit un frisson d'espoir. Chaque jour, il continuait à noter. Sur le vieux carnet trouvé dans une benne, il écrivait ce qu'il voyait, ce qu'il comprenait. Des phrases courtes, des pensées, des bribes de conversation. Mais aussi des choses plus profondes, des regrets, des vérités jamais dites, des souvenirs refoulés. Ce carnet, il ne savait pas encore ce qu'il en ferait, mais il l'écrivait comme on plante des graines, pour que quelque chose pousse après lui. Camille le regardait faire sans rien dire. Un soir, elle lui demanda « Pourquoi tu écris autant ?»« Pour me souvenir, pour que tout ça ne disparaisse pas. »« Tu crois que ça changera quelque chose ?»« Non, mais peut-être que ça changera quelqu'un. » Elle hocha la tête pensivement. Elle semblait moins méfiante, plus proche. Le lien entre eux s'était consolidé. Ce n'était plus seulement une alliance de survie, mais une amitié profonde, presque silencieuse, comme si chacun était devenu le témoin indispensable de la vie de l'autre. Le carnet devint un rituel. Il écrivait chaque soir, parfois à la lueur d'une lampe publique, parfois dans l'ombre d'un porche. Camille, qui au début jetait à peine un œil, commença à lire quelques passages. Elle ne commentait pas, mais parfois elle souriait. D'autres fois, elle avait les larmes aux yeux. « Tu pourrais en faire un livre, dit-elle un soir. »« Ce serait ridicule, répondit-il. »« Non, pas si c'est vrai. Pas si ça vient d'ici, dit-elle en posant la main sur sa poitrine. Il ne répondit pas, mais au fond, l'idée germait. Quelques jours plus tard, une nouvelle lettre l'attendait dans la boîte. Antoine avait fait des recherches. Le nom de Jules Chamard apparaissait sur un dossier universitaire, étudiant en sociologie à Paris, âgé de 21 ans. Une adresse était jointe, ainsi qu'un emploi du temps approximatif. Étienne relut la feuille plusieurs fois. Jules était là, à Paris, à quelques rues d'eux. Il ne dit rien à Camille ce soir-là. Il savait qu'il devait réfléchir, à la manière de lui annoncer. Ce n'était pas un cadeau anodin, ce n'était pas un miracle, mais une bombe. Il avait peur que la joie devienne douleur, que l'espoir devienne désespoir. Il devait faire les choses bien. Il alla marcher seul sur les quais, carnet en main. Il y écrivit cette phrase. « Si je n'avais eu qu'un mois, c'est à elle que je devais le rendre. » Il se relut, ratura, réécrivit. Puis, dans une autre page, il traça cette note. « À lire après ma mort. » Il commençait à organiser le carnet comme un testament, un fil conducteur pour Camille, pour Jules, pour ceux qui resteraient. Le lendemain matin, il revint au campement avec un regard nouveau. Camille s'en aperçut. Elle le fixa, méfiante. « Qu'est-ce que tu caches ?»« Rien, ou plutôt, pas encore. Mais je te promets que quand ce sera le moment, je te dirai tout. » Elle le regarda longuement, puis acquiesça. Elle savait attendre. Elle avait appris à le faire. Mais dans les lignes serrées de son carnet, Étienne avait déjà écrit la prochaine étape. Il voulait organiser une rencontre. Il ne savait pas comment, ni quand, mais il le ferait. Et ce jour-là, tout devrait être parfait, car il ne lui restait plus beaucoup de temps. Le ciel s'était assombri dès le matin. Une lourdeur étrange flottait dans l'air, comme si la ville entière retenait son souffle. Camille et Étienne marchaient vers la gare Saint-Lazare, guidés par une information glanée la veille dans un centre d'accueil. Un abri temporaire venait d'ouvrir à Rouen, à une centaine de kilomètres de là. Un ancien centre paroissial reconverti pour l'hiver. Étienne savait que Jules s'y était rendu une fois, selon le dossier transmis par Antoine. C'était une chance, peut-être la dernière.
Ils prirent un quart de nuit, assis à l'arrière, serrés contre leur manteau, humides. Camille ignorait encore la véritable raison du voyage. Étienne avait simplement dit qu'il avait entendu parler d'un bon endroit. Elle n'avait pas posé de questions. Mais elle le sentait tendu, habité par une énergie nerveuse qu'elle n'avait jamais vue chez lui. À l'arrivée, la pluie les accueillit comme un mur glacé. Ils marchèrent sous des rafales de vent, se repérant difficilement. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant le portail de l'abri, une grille en fer forgé cernée de lampadaires défaillants, un homme les arrêta. « On ne peut pas vous laisser entrer comme ça. » Étienne leva les yeux, surpris. « Pourquoi? Vous n'êtes pas inscrit, et il y a des règles. Pas d'accueil improvisé, surtout pas avec les nouveaux protocoles de sécurité. » Camille essaya de parler, de négocier, mais le responsable resta ferme. Il leur demanda de revenir le lendemain, une fois la coordination faite. La tempête, cependant, ne leur laisserait pas cette option. Ils s'abritèrent sous un auvent en métal, juste à côté. Le vent sifflait entre les gouttières, la pluie tombait de travers comme projetée par des poings invisibles. Étienne grelottait. Son corps déjà affaibli ne résistait plus. Il sentait la fièvre remonter, les membres lourds, les paupières brûlantes. Camille, elle, était en colère. Contre le système, contre les règles absurdes, contre elle-même. Elle tournait en rond sous la pluie, les mains dans les cheveux, parlant à voix haute, perdant son calme comme elle ne l'avait jamais fait. À quoi bon? On marche, on cherche, on espère. Et voilà, encore une porte fermée, encore un mur. Elle frappa le sol de son talon, un cri étouffé dans la gorge. Étienne voulut la rassurer, mais il ne put que murmurer. « Camille ». Elle se tourna, vit son visage pâle, ses yeux fiévreux. Elle comprit immédiatement. Elle courut vers lui, l'attrapa sous les bras et l'aida à s'asseoir, puis à s'allonger. Il tremblait. Son souffle était court, sa peau glacée. Elle cria à l'aide, frappa la porte du centre, hurla dans la nuit. Un bénévole finit par ouvrir. Devant la gravité de la situation, ils appelèrent une ambulance. Camille monta avec lui, refusant de le laisser seul. L'ambulancier hésita, mais céda devant sa détermination. Étienne fut conduit dans un hôpital public, où il fut immédiatement admis aux urgences. Son état était critique. Les médecins parlèrent de déshydratation sévère, de fièvre prolongée, de complications internes. Mais ils ne savaient rien de son histoire. Pour eux, c'était un SDF anonyme, un cas de plus dans un couloir bondé. Camille resta des heures dans la salle d'attente, sans information, sans pouvoir entrer. Elle n'avait ni carte d'identité, ni justificatif. Pour les autorités, elle n'existait pas. Elle dormit assise, recroquevillée sur un siège en plastique. Au matin, elle apprit qu'Étienne avait été transféré dans un service d'isolement, sans possibilité de visite. Désespérée, elle retourna au point de départ, la gare de Rouen. Là, elle reprit un car pour Paris. Elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle ne savait même pas s'il allait vivre. Mais elle savait où l'attendre. Elle revint à la gare de Lyon. Le banc où ils s'étaient rencontrés était vide. Elle s'y assit, le regard perdu. Elle resta là, toute la journée puis la suivante. Elle ne bougeait pas. Elle attendait. Pendant ce temps, à l'hôpital, une infirmière fit une découverte inattendue. En consultant les effets personnels d'Étienne, elle trouva un carnet, le fameux carnet, et glissé dans la dernière page, une carte de visite ancienne, au nom d'Étienne Morel. Intriguée, elle chercha sur Internet. Ce qu'elle découvrit fit l'effet d'une bombe. Elle avertit l'administration puis le médecin-chef. Très vite, les rumeurs circulèrent. Le patient inconnu était un milliardaire disparu. La presse commença à flairer l'histoire, les demandes d'interviews affluèrent. Étienne, à moitié conscient, refusa tout. Il exigea l'anonymat, demanda que Camille soit retrouvée. Il insista pour qu'on utilise un contact, Antoine. L'ancien assistant fit le lien. Il retrouva Camille à Paris, toujours sur le même, banque. Il s'approcha lentement, un parapluie à la main. « Vous êtes Camille Chamard ?» Elle se leva d'un bond. « Oui. Qui êtes-vous ?»« Un ami d'Étienne, il veut vous voir. » Ses yeux s'embuèrent. Elle ne posa aucune question. Elle le suivit sans un mot. L'hôpital public du 15e arrondissement était un monolithe gris, impersonnel, posé au cœur d'un quartier dense. Camille y entra accompagnée d'Antoine, le cœur battant. Elle avait passé des jours à attendre, des nuits à espérer, sans savoir s'il vivait encore. Maintenant, elle était là, dans ce lieu de lumière blafarde,
et de couloirs sans fin. Elle n'avait toujours pas tout compris, mais elle savait une chose, Étienne l'avait voulu à ses côtés. Le service dans lequel il se trouvait était isolé, surveillé, protégé. Depuis la révélation de son identité, tout avait changé. L'administration hospitalière marchait sur des œufs. Certains médecins chuchotaient dans les couloirs. Certains infirmiers voulaient prendre des selfies, d'autres s'indignaient de voir tant d'attention soudainement portée à un sans-abri. Mais Étienne avait été clair. Pas de presse, pas de visite autre que Camille, pas même Antoine. Elle entra dans la chambre à pas lents. Étienne était là, allongé, amaigri, les traits tirés, le teint cireux. Il ouvrit les yeux à son approche. Un sourire faible se dessina sur ses lèvres. « Tu es revenu ?»« Toujours », répondit-elle en s'approchant. Elle s'assit à côté de lui. Elle ne posa aucune question. Elle prit simplement sa main. Le silence entre eux disait tout ce qui devait être dit. Ils restèrent ainsi longtemps, sans bouger. Dans les jours suivants, elle fut autorisée à revenir régulièrement. Étienne se stabilisait, lentement. Il parlait peu, mais notait encore dès qu'il en avait la force. Son carnet était presque plein, chaque page serrée de mots, de pensées, d'histoires. Camille l'aidait à écrire quand ses doigts ne le permettèrent plus. Ensemble, ils réécrivaient certains passages, relisaient des fragments. Un matin, Antoine entra avec une nouvelle. Jules avait été retrouvé. Il vivait à Paris. Il savait désormais que sa mère était en vie, et il acceptait de la rencontrer. Mais à une condition. Il ne veut pas qu'elle sache qui il est. Pas tout de suite, expliqua Antoine. Il veut d'abord la voir, l'observer, comprendre qui elle est devenue. Étienne écouta en silence, puis regarda Camille. Elle était assise près de la fenêtre, les mains croisées sur les genoux, le regard ailleurs. Il comprenait Jules. Cette rencontre n'était pas simple. Il y avait des blessures anciennes, des cicatrices invisibles, un choc potentiel. Mais il savait aussi que le temps pressait. Il n'avait plus beaucoup de jours. Son corps, malgré les soins, s'éteignait. Et il voulait voir cette rencontre. Même si elle était déguisée, il organisa tout en secret. Il contacta un petit café associatif du Marais, tenu par une ONG solidaire, où Camille avait déjà servi des repas de temps à autre. Il demanda qu'elle y soit conviée pour une aide ponctuelle, sous prétexte d'un événement. En parallèle, Antoine expliqua le plan à Jules. Le jeune homme accepta. Le jour venu, Camille arriva tôt au café, vêtue simplement, un tablier autour de la taille. Elle coupa du pain, servit des soupes, salua les habitués. Elle avait retrouvé une forme de calme dans ce rôle. Elle se sentait utile, visible. Jules entra en fin d'après-midi. Il s'assit à une table du fond. Il la reconnut immédiatement. Elle n'avait presque pas changé. Son visage était plus dur, plus marqué, mais son regard était intact. Il resta là, la regardant évoluer, parler aux autres, rire doucement. Il ne s'approcha pas, il ne dit rien. Étienne, de l'autre côté de la rue, observait aussi. Antoine l'avait accompagné, l'avait installé dans une voiture discrète. Il regardait à travers la vitre. Il voyait Jules, il voyait Camille. Il les voyait ensemble, enfin, même s'ils ne se touchaient pas, même s'ils ne se parlaient pas encore. Et cela suffisait, pour l'instant. Le soir, Camille rentra à l'hôpital. Elle trouva Étienne plus serein, plus calme. Il lui demanda comment s'était passé le service. Elle lui raconta. Elle parla d'un jeune homme assis seul, poli, silencieux, qui avait laissé un billet de 5 € dans la boîte à dons. « Il t'a dit quelque chose ?» demanda Étienne. « Non, rien. Mais je crois qu'il m'écoutait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette impression. » Étienne sourit. Il ne dit rien. Cette nuit-là, il écrivit dans son carnet une dernière lettre. Une lettre adressée à Jules. Il y parlait de sa mère, de sa force, de sa dignité, de tout ce qu'elle avait enduré. Il y parlait de la chute, du courage, de la réparation. Il y laissait aussi une dernière volonté. Le lendemain matin, son état se détériora. Le surlendemain, il perdit connaissance. Le jour suivant, Étienne Morel mourut, discrètement, sans bruit, dans une chambre d'hôpital banale, sans luxe ni honneur. Camille ne fut avertie que quelques heures plus tard. Elle resta debout, immobile. Elle ne pleura pas. Elle serra le carnet contre elle comme un talisman. Elle le lut page après page sans s'arrêter. Et à la fin, dans une enveloppe scellée, elle trouva un nom. Jules Chamard. Et une promesse. Le ciel était clair ce matin-là. Un froid sec régnait sur Paris, mais Camille avançait sans frissonner. Dans ses mains,
Elle tenait le carnet d'Étienne, devenu son bien le plus précieux. Depuis sa mort, elle n'avait pas quitté le carnet un seul instant. Chaque page semblait battre d'une vie propre, comme si sa voix continuait de résonner dans le papier. Elle y avait trouvé non seulement un récit, mais une mission. Étienne lui demandait, dans ses derniers mots, de continuer, de vivre, et surtout de retrouver Jules, vraiment. Mais avant cette rencontre décisive, il avait préparé un dernier acte, un geste théâtral et profondément humain. Permettre à mère et fils de se voir sans se heurter, de se reconnaître à leur rythme dans un espace neutre et vivant. Il avait tout prévu avant de s'éteindre, avec l'aide discrète d'Antoine. Camille fut invitée, sous prétexte d'une aide ponctuelle, à rejoindre de nouveau le café associatif du Marais. Cette fois, elle n'était plus seulement bénévole. Elle était au centre d'un moment orchestré dans le secret. Elle ne le savait pas encore, mais chaque geste qu'elle ferait, chaque mot qu'elle dirait, serait observé par celui qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 15 ans. Jules arriva en fin de matinée. Il portait un manteau sombre, les traits tirés mais les yeux clairs. Il s'installa à une table du fond, comme la fois précédente. Il ne regardait qu'elle. Camille, elle, ne le reconnut pas. Elle s'était peut-être mentalement préparée à un jeune homme différent. Ou peut-être ne s'était-elle jamais autorisée à imaginer son visage d'adulte. Elle servait les cafés, nettoyait les tables, échangeait quelques mots avec les habitués. À un moment, elle se tourna vers lui, lui demanda simplement « Ça ira? Vous avez tout ce qu'il vous faut ?» Jules hocha la tête, sourit. « Oui, merci. » Sa voix tremblait légèrement. Elle fronça les sourcils. Un frisson d'étrangeté la traversa. Ce timbre, cette posture, quelque chose lui parlait. Mais elle ne poussa pas plus loin. Elle se contenta de sourire, doucement, et retourna derrière le comptoir. Le reste de la journée s'écoula dans une lenteur contenue. Camille sentait une tension inhabituelle. Elle ne savait pas pourquoi. Elle avait lu le nom de son fils dans le carnet, savait qu'il était là quelque part, mais ne s'attendait pas à ce qu'il se manifeste ainsi. Elle pensait que peut-être il refuserait, qu'il choisirait l'oubli. En fin d'après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Jules se leva. Il marcha jusqu'à elle. Son cœur battait si fort qu'il crut défaillir. Elle se retourna, surprise. « J'ai oublié de vous remercier, dit-il. »« Pourquoi ?»« Pour le sourire et pour le café. » Elle le regarda. Longuement, leurs regards s'accrochèrent. Dans les yeux de ce jeune homme, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Une lumière familière, une nuance d'expression qui lui rappela une autre vie. « Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu, » murmura-t-elle. Il sourit tristement. « Peut-être que vous le connaissez encore. » Elle sentit sa gorge se serrer. Il ne dit rien de plus. Il sortit. Elle resta là, immobile, incapable de bouger. Dans la poche de son manteau, il avait glissé une enveloppe. À l'intérieur, une page arrachée du carnet d'Étienne. Et un mot de sa propre main. « Je suis prêt, quand vous l'êtes aussi. » Ce soir-là, Camille revint à l'hôpital vide. Elle alla dans la chambre où Étienne avait passé ses derniers jours. Le lit était déjà fait. Les draps étaient neufs, les murs silencieux. Elle s'assit, ouvrit le carnet une dernière fois et lut la dernière page, celle qu'elle n'avait pas osé encore ouvrir. Elle y trouva ces mots. « Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Mais tu es encore là, et tant que tu es là, il reste quelque chose à faire, à aimer, à réparer. Je t'ai menti au début, mais je n'ai jamais cessé d'espérer. Toi, Camille, tu n'as jamais été une erreur. Tu es ce que j'ai vu, de plus juste dans ma vie. Fais en sorte que Jules le voie aussi. » Elle ferma les yeux. Étienne était parti, mais il l'avait laissée debout, forte, armée de vérité. Elle prit son sac, sortit de la chambre et marcha dans la nuit de Paris, le cœur prêt pour ce qui viendrait. L'annonce de la mort d'Étienne ne fit pas les manchettes. Aucun article ne révéla l'endroit exact, aucun journaliste ne retrouva le corps du milliardaire disparu. Antoine avait tout organisé pour que ses dernières volontés soient respectées. Étienne Morel mourut comme il avait vécu ses dernières semaines, en silence, dans l'ombre, loin des projecteurs. Il fut enterré dans une parcelle commune, sous un nom d'emprunt, selon sa volonté expresse. Seuls Camille et Antoine connaissèrent la vérité. Camille, elle, avait hérité de plus que d'un carnet. Quelques jours après l'enterrement, discret, elle fut convoquée chez un notaire du boulevard Haussmann. Elle entra dans le bureau austère, les murs chargés de livres anciens, et s'assit sans un mot.
Le notaire, un homme d'âge mûr, au regard doux, ouvrit une enveloppe scellée. « Madame Chamard, Monsieur Morel a laissé un document privé, non reconnu légalement comme testament, mais avec des dispositions claires. Il souhaitait que tout soit mis en œuvre pour exécuter ses volontés morales, sinon juridiques. » Il lui remit un second carnet, plus fin, dans lequel Étienne avait rédigé ce qu'il appelait son legs invisible. Il y parlait de la rue, de ceux qu'il avait rencontrés, des structures défaillantes, des visages oubliés. Il y décrivait un projet, un centre d'accueil, de formation, de réhabilitation pour les sans-abri, un lieu nommé Maison Camille. Tout son patrimoine personnel, soit plus de 100 millions d'euros, avait été placé dans un fonds indépendant pour sa réalisation. Camille lut sans respirer. Chaque mot était un souffle d'Étienne, une promesse tenue au-delà de la mort. Il avait pensé à tout, les statuts, les emplacements possibles, les premiers noms de collaborateurs. Et au sommet de tout cela, une directive. Camille devra diriger ce lieu. C'est elle qui m'a appris ce qu'est la dignité. Elle resta longtemps dans le bureau, incapable de parler. Le notaire lui laissa le temps. Elle signa les documents, encore sonnés. En sortant, elle serra le carnet contre elle, comme on tiendrait un enfant. Les semaines suivantes furent d'une intensité vertigineuse. Antoine l'aida à naviguer les démarches, les réunions, les choix cruciaux. Le projet prenait forme. Un ancien bâtiment municipal fut acheté dans le 19e arrondissement. Des architectes furent engagés, des psychologues, des travailleurs sociaux. Camille, malgré ses doutes, prit la direction, chaque jour plus affirmée. Elle n'était plus la femme silencieuse assise devant la gare. Elle était devenue une voix, un pilier. Et puis enfin, elle écrivit à Jules. Elle ne lui demanda pas de pardonner. Elle ne chercha pas à se justifier. Elle lui raconta simplement sa chute, sa lente reconstruction, et l'homme qui l'avait aidé à marcher de nouveau. Elle lui envoya une copie d'un passage du carnet, celui où Étienne parlait de lui. Il ne sait pas encore qui elle est, mais il sent. Il la regarde, comme un fils regarde une mère qu'il aurait perdue dans un rêve. Et elle, sans comprendre, se redresse chaque fois qu'il entre, comme si son corps se souvenait avant son cœur. Elle termina la lettre par ces mots « Je suis là, quand tu voudras ». Il vint 2 jours plus tard. Ils se retrouvèrent dans le jardin encore en construction de la maison Camille. Elle était debout, un plan à la main, donnant des instructions à un ouvrier. Quand elle le vit, elle s'arrêta. Le silence fut total. Elle marcha vers lui. Il ne bougea pas. Elle s'arrêta à quelques pas. Il sortit la lettre de sa poche, la lui tendit. Je l'ai lue 100 fois. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Moi, je t'ai rêvé 1000 fois. Il s'approcha encore, ils ne parlèrent pas tout de suite. Il posa simplement sa main sur son épaule. Elle la recouvrit avec la sienne. Il y avait dans ce geste toute la douleur d'un passé éclaté, mais aussi une promesse, celle de 2 cœurs qui, malgré l'abîme, battaient encore l'un pour l'autre. Plus tard, dans le bureau encore vide de la future fondation, Camille ouvrit une dernière enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille. Une phrase d'Étienne écrite à la main. « Je ne t'ai pas sauvé, Camille. Tu m'as rendu à moi-même, et ça aucun empire ne l'aurait permis. » Elle resta longtemps là, les doigts posés sur le papier, puis se leva. Il était temps de terminer ce qu'il avait commencé. Le matin de l'inauguration, un soleil discret baignait le quartier du 19e arrondissement d'une lumière pâle mais prometteuse. La façade rénovée de la maison Camille reflétait cette clarté nouvelle. Les travaux étaient terminés, les salles prêtes, les équipes formées. Des hommes et des femmes, anciens sans-abri, professionnels du social, bénévoles et riverains, se tenaient là, rassemblés dans une cour encore humide de rosée, prêts à assister à l'ouverture d'un lieu sans précédent. Camille se tenait sur la petite estrade, droite, vêtue simplement. Son regard balayait la foule, mais elle s'arrêtait souvent sur un visage, celui de Jules, debout au premier rang. Il l'avait soutenu depuis ce jour dans le jardin, avait participé aux décisions, proposé des idées et surtout était resté présent. Elle sentait en lui une force tranquille, forgée par l'attente et le pardon. Elle prit la parole avec calme. Elle parla de ceux qui tombent, de ceux qu'on oublie. Elle parla de dignité, de liens humains, de reconstruction. Elle ne chercha ni pathos ni grandiloquence. Elle raconta. Et à la fin de son discours, elle cita Étienne. « Il m'a dit un jour, ce n'est pas la pauvreté qui tue l'âme, c'est l'indifférence.
Ce lieu est né de cette vérité. Un silence respectueux suivit ces mots, puis des applaudissements, timides d'abord, puis francs, vibrants, envahirent l'espace. La maison Camille était ouverte. À l'intérieur, les pièces respiraient l'accueil et la chaleur. Il y avait des dortoirs lumineux, des salles de formation, des espaces de soins, une cuisine partagée, un atelier d'écriture. Tout avait été pensé pour redonner aux oubliés de la ville non seulement un toit, mais un chemin. Une nouvelle chance. Camille circulait de pièce en pièce, saluant les premiers résidents, encourageant les nouveaux volontaires. Elle connaissait chaque recoin, chaque histoire. Elle n'était pas une directrice distante, mais une présence. Jules, lui, avait accepté un rôle dans l'équipe. Il s'occupait du lien avec les jeunes en rupture. Son écoute, sa sensibilité, son calme inspiré d'années de silence faisaient de lui un repère. Il ne parlait pas beaucoup de son histoire, mais tous savaient qu'il avait traversé quelque chose. Et cela suffisait à donner de la crédibilité à ses gestes. Un jour, alors qu'ils prenaient un café ensemble dans la cour intérieure, Jules demanda « Tu crois qu'il aurait été fier ?» Camille sourit. « Je crois qu'il aurait trouvé ça juste, pas glorieux, pas spectaculaire, juste. Et c'est ce qu'il cherchait. » Elle avait lu et relu son carnet. Elle en avait tiré une version manuscrite qu'elle avait confiée à un petit éditeur indépendant. Le livre, sobrement intitulé « Un mois dans la rue », circulait discrètement parmi les travailleurs sociaux, les librairies engagées, les centres d'aide. Il ne cherchait pas le succès. Il cherchait à dire, à montrer, à éveiller. Le projet grandissait. D'autres villes s'intéressaient à la maison Camille. Des mécènes proposaient de soutenir des antennes. Mais Camille restait prudente. Elle voulait que l'essence reste intacte, que l'endroit ne devienne jamais un modèle désincarné. Chaque nouvel arrivant devait être regardé, écouté, accompagné. Elle reprenait aussi goût à des choses simples, lire dans le jardin, cuisiner avec les résidents, rire sans arrière-pensée. Elle n'avait pas oublié la rue. Elle portait encore ses traces, mais elle avait retrouvé une verticalité, une manière de marcher dans le monde sans se courber. Un soir, seule dans son bureau, elle rouvrit une dernière fois le carnet original. Certaines pages étaient effacées par l'humidité, d'autres griffonnées jusqu'à la marge. Mais une phrase, au milieu, restait nette, indélébile. « Je ne fuis plus. Je vais vers quelque chose, peut-être la fin, mais pas l'oubli. » Elle referma le carnet et regarda par la fenêtre. Les lumières de Paris clignotaient au loin. Elle n'était plus invisible. Elle n'était plus perdue. Elle était redevenue quelqu'un. Les saisons passèrent sans bruit. Le printemps rendit, les arbres de la cour plus verts. L'été fit danser la lumière sur les vitres de la maison Camille. L'automne y installa un calme doré. Les visages changeaient, certains restaient, d'autres partaient. Mais tous laissaient une trace. La fondation était devenue un lieu vivant, mouvant, un espace où les récits reprenaient forme, où les existences fracturées retrouvaient leur continuité. Camille s'y déplaçait avec une sérénité nouvelle. Elle n'était pas une icône. Elle refusait ce statut. Elle préférait être le fil discret qui relie les gens, celui qu'on ne voit pas, mais sans lequel le tissu se déchire. Elle n'avait plus peur, ni du regard des autres, ni de son passé. Elle avait accepté que ce qu'elle était aujourd'hui n'effaçait ni ses erreurs, ni ses chutes, mais les intégrait dans un parcours complet. Chaque jour, à l'entrée de la maison, une bougie était allumée. Juste une, posée sur une étagère de pierre protégée par une cloche en verre. À côté, un simple écriteau. Pour celui qui a vu autrement. Personne n'avait besoin d'explication. Les résidents savaient, le personnel aussi. Et ceux qui demandaient finissaient par comprendre que certains noms n'ont pas besoin d'être criés pour exister. Jules, lui, avait trouvé sa place. Non pas en tant que le fils d'eux, mais comme un acteur à part entière du projet. Il écrivait à son tour parfois dans un carnet qu'il gardait dans son sac. Il y couchait les histoires qu'on lui confiait, les silences qu'il observait. Il avait appris de sa mère cette attention au non-dit, cette capacité à écouter au-delà des mots. Et il transmettait, doucement, humblement. Le livre d'Étienne, Un mois dans la rue, avait été réimprimé une deuxième fois, puis une troisième. Sans publicité, sans éditeur majeur, il circulait de main en main, dans les centres sociaux, les universités, les écoles. Il devenait une voix dans le silence. Un rappel que chaque vie, même celle qui semble s'éteindre dans un recoin de trottoir, porte en elle une lumière. Camille continua d'écrire elle aussi,
Pas pour publier, pas pour expliquer, mais pour rester en lien, avec lui, avec elle-même. Elle remplissait des cahiers de pensées, de dialogues entendus, de fragments de mémoire. Elle ne voulait pas que l'histoire d'Étienne se fige. Elle voulait qu'elle continue à respirer à travers les autres. Un matin d'hiver, elle reçut une lettre. Une femme quelque part en Bretagne avait lu le livre. Son mari, autrefois à la rue, y avait trouvé la force de demander de l'aide. Elle remerciait. Elle écrivait que ce livre avait nommé quelque chose que personne ne voulait regarder. Camille posa la lettre sur son bureau. Elle alla dehors. La ville respirait lentement sous un ciel pâle. Elle marcha jusqu'au pont où, autrefois, elle et Étienne avaient dormi, cachés sous des cartons, le dos contre la pierre. Le lieu était inchangé, mais elle, oui. Elle n'était plus une ombre. Elle resta là, longtemps. Puis elle sortit une bougie de sa poche, une allumette. Elle alluma la flamme, la posa contre le parapet. Le vent la fit vaciller, mais elle tint. Elle resta droite. Un passant la vit faire, ralentit. « C'est pour quelqu'un » demanda-t-il. Camille sourit. Pour quelqu'un qui a su écouter quand tout le monde passait. Elle se détourna et reprit sa marche, calme, droite. Paris continuait autour d'elle, indifférente et vaste. Mais en elle, une chose persistait, une certitude discrète et brûlante que le monde peut changer, pas par des discours, mais par des gestes, par une main tendue, par un regard qui ne détourne pas, et par un homme, autrefois puissant, qui avait choisi de tout perdre pour enfin voir.